Bonsoir à toutes et à tous. Nous voici de nouveau réunis pour cette nouvelle émission du cycle Évangélion autour de l'émission des universitaires, hein, qui est votre émission, rappelez-vous, ou si vous nous découvrez, autour de la question des réflexions de chercheurs et de recherche autour d'objets on va dire de la culture contemporaine, parce qu'on s'est dit qu'on allait un peu progressivement, après une certaine discussion avec Karim, Yannick et une autre intervenante qui n'est pas avec nous ce soir, Laura, plutôt glisser doucement vers le terme de culture contemporaine. On verra bien ce que ça donne, parce que c'est vrai que contemporaine de quoi, ça bouge tellement toutes ces choses-là. Et en parlant de choses qui bougent, on va parler de gros robots, et on va en parler pour la troisième fois, si vous nous rejoignez seulement maintenant sur ce cycle Évangélion. Troisième impact qui va être dédié à la question, entre autres, hein, évidemment, on part toujours très loin sur nos discussions, de la question du gigantisme et des robots. Et j'ai pour ce faire, donc j'ai avec moi Yannick. Est-ce que tu es encore avec nous? Parce que ton image a frisé, donc je ne sais pas si tu es encore parmi nous. Yannick Kerner, donc qui est chercheur à l'université de Rennes 2. En attendant que les choses, espérons, se rétablissent, c'est toujours ça qui est bien d'être à 3. C'est que donc il y a également avec moi Karim Charedib. Salut Karim. Salut Mehdi. Et tu es toi aussi donc chercheur à Mm. l'université de Rennes 2, et tu n'es pas là par hasard, comme on le disait, depuis le premier opus, vu que premier impact même, vu que tu avais co-organisé avec Yannick une journée d'études, une journée scientifique sur la question, la chose, l'objet évangélion, tandis que Yannick nous a rejoint. On respire de nouveau. Non, non, mais il n'y a pas de souci, du moment que tu es avec nous. Donc je te présentais il y a quelques instants, voilà, comme co-organisateur de la journée Évangélion organisée à Rennes il y a quelques temps maintenant, et d'un ouvrage à venir, rien que ça, autour d'Évangélion, avec une pléiade de chercheurs. Voilà, on espère, et d'ailleurs l'appel reste ouvert, hein, évidemment, si vous êtes vous-même éditeur, que vous tombez sur cet ouvrage, ou que vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas. En tout cas, il y a déjà des pistes pour Yannick et Karim, mais n'hésitez pas surtout à faire transiter, on transmettra. Donc on va continuer sur l'univers d'Évangélion, toujours dans l'univers des podcasts, hein, c'est pléiade d'émissions, etc. Mais ça, rien qu'un petit clic sur les informations que vous aurez dans le chat ou dans la barre d'infos en replay ne vous rappellera. Et on va se concentrer sur la question du robotisme et gigantisme, pour faire une rime riche un petit peu approximative, et de se questionner ce qui fait un peu l'ADN, hein, des roboto animés, donc des animés robots, comme tu nous le disais en introduction du premier impact, Karim. Et là, la particularité, non plus simplement de leur esthétique, même si on y reviendra, mais de ce que suscite et provoque visuellement, et en termes de, sans mauvais jeu de mots, d'effets, parce que j'allais encore utiliser impact, ces mechas, ces fameux robots géants. Je te laisse un petit peu planter le décor, j'ai trop parlé, et on va voir où ça nous amène, comme d'habitude. D'accord, par où commencer? Je pense qu'on peut déjà peut-être recontextualiser un peu Évangélion en termes de méca dans l'histoire Oui. des robots japonais, hein, qui est un genre qui est plutôt prégnant à l'après-guerre au Japon. Mhm. Euh, Alors, il y a un auteur qui a écrit un bouquin assez important qui s'appelle Poupée et robots, donc c'est Alessandro Gomarasca, qui, dans cet ouvrage, dessine une trajectoire un petit peu du robot géant dans l'animation japonaise, hein, et en fait, il dessine trois étapes, hein, il propose trois étapes, qui est d'abord le robot enfant avec Tetsuo Natomu. Astro, le petit robot Mhm. de Tezuka. Ensuite, le robot et l'enfant avec Tetsujin 28, donc qui, pour les non-connaisseurs, en fait, c'est un manga puis un dessin animé qui met en scène un robot géant au format assez arrondi, qui sont vraiment un jouet des années 50, avec la particularité que l'enfant qui pilote le robot le pilote de l'extérieur. En fait. Il Mhm. tient une télécommande avec trois manettes.
et il le pilote de l'extérieur. Donc il dit, voilà, c'est le deuxième temps, c'est le robot et l'enfant. Et puis le troisième temps, c'est ce qu'il appelle l'enfant dans le robot, qui apparaît notamment avec les récits de Gonagai, qui Oui. a écrit Mazinger Z et puis aussi Grandizer, qu'on connaît en France sous le nom de Goldorak, Voilà. dont la configuration est celle effectivement d'un personnage qui pilote le robot de l'intérieur, hein, depuis l'habitacle qui est en général situé dans la tête. Mhm. Donc ça, c'est un peu la grande ligne qui dessine et qui est intéressante puisqu'elle elle propose d'imaginer que la trajectoire serait le rapprochement du corps humain et du corps robot, en fait, hein, avec finalement la cohabitation de l'un dans l'autre. Alors déjà, Euh, pardon, excuse-moi, je t'en prie, vas-y. oui, je t'en prie, vas-y, non, non, J'allais mais. simplement faire une remarque, tu allais peut-être y venir, mais ce qui est assez intéressant dans Évangélion, entre autres, c'est que tu soulignes dans une de tes réflexions que il y a aussi un aller-retour entre la fiction et la réalité, dans le sens où ces œuvres-là, dans tout ce qu'on appelle la culture otaku et comment ça se nourrit, même dans la réalité concrète, hein, on vous parle pas simplement, c'est une anecdote que peut-être les fans connaissent, de cette reproduction d'un Gundam sur l'île d'Odaiba à l'échelle 1-1, donc taille réelle. Mais là, on vous parle concrètement d'œuvres comme Tetsuan Atomu, entre autres, qui ont permis d'ouvrir les consciences sur de la recherche scientifique. On y reviendra peut-être après. Et c'est d'autant plus intéressant dans ce que tu expliques de ton cheminement de enfant robot, robot et enfant, puis enfant dans le robot, que c'est justement quelque chose, enfin, qui reste toujours présent, je dirais, dans l'esprit particulièrement des Japonais. Là où je voulais en venir, c'était, comment dire ça, voilà, qu'il y a un réel impact concret au plan, voilà, au fameux plan de complémentarité, je ne m'épère pas trop, d'Evangélion, qui est un fil rouge finalement de la série, qui est un petit peu l'intrigue sur laquelle on se demande tout du long à quoi elle sert. Et c'est vrai qu'il est impossible, en voyant ça, de ne pas se demander, de ne pas faire des rapprochements en tout cas. Hmm. Bah, il y a un auteur qui s'appelle Raphaël Colson qui a théorisé un peu cette idée que, que, que les récits de robots géants japonais, c'est aussi une mise en valeur de la technologisation du Japon qui est extrêmement importante, puisque c'est par la technologie que le Japon s'est reconstruit après-guerre, hein, est devenu comment dire, un porte-étendard, enfin une porte-étendard, c'est pas trop le terme, mais disons une nation extrêmement importante d'un point de vue économique, Mhm. avec le développement d'objets technologiques, hein. On pense au Walkman de Sony et puis à la caméra porte-à-pack, qui a été la première caméra vidéo portative pour non professionnels et qui a été utilisée notamment par Nam June-paik, qui est un artiste vidéo assez connu, qui est un des artistes majeurs et qui a été un des premiers à utiliser cette caméra portative. Donc il y a un lien déjà entre ce que représente la technologie pour une nation et puis les récits fictionnels mis en jeu dans les récits. Alors après, Evangelion, moi c'est pour ça que je reprends un petit peu la réflexion de Alessandro Gomarasca, parce qu'on pourrait imaginer une quatrième étape à ce récit, qui est finalement la dissolution du pilote dans le robot, avec ce thème majeur, il me semble, et novateur d'Evangelion, qui est que le robot devient une sorte de chambre d'écho de l'anxiété fin des années 90, quoi. Mhm. Hein, et qui est un thème qui va ressurgir également dans le cinéma en prise de vue réelle Mhm. japonais, ce thème-là. C'est Notamment avec l'amnésie, etc., les chocs, les traumatismes. Et ce robot-là, en tout cas l'EVA 01, synthétise un petit peu tout ça et peut-être va lancer une nouvelle vague de robots qui seraient peut-être. Parce qu'on trace aussi l'histoire, hein, des robots auto-animés avec la première vague, ce qu'on appelle des super-robots, donc des robots un peu fantastiques, dont le mécanisme importe peu finalement en termes de réalisme, Mhm. donc comme Goldorak par exemple, chose assez colorée, et puis ensuite ce qu'on appelle
le Real Robot qu'a amené Gundam, donc un point de vue un peu plus réaliste à la fois sur la fonctionnalité des robots, leur design, mais aussi sur les enjeux politiques des récits. Hein, donc des récits beaucoup plus matures, et peut-être qu'Evangelion amène à ce niveau-là une troisième étape, avec un pilotage qui est d'ordre plutôt psychologique, hein, et qui viendrait un peu mettre à plat la psychologie ou un état d'esprit comme ça, hein, ou d'un inconscient collectif à un moment assez difficile qu'est la fin des années 90 et puis du début du 21e siècle. D'un imaginaire peut-être en tout cas. Ça c'est mon côté pointilleux, parce que l'inconscient collectif, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu difficilement, voire impossiblement admissible, mais en tout cas Ouais. je te rejoins complètement sur l'écho entre politico-psychologique, parce qu'on voit très bien, j'avais un peu cette métaphore, les EVA, si on regarde bien, c'est littéralement des espèces de panic room, c'est-à-dire on a de nombreuses sessions tout au long de la série qui viennent nous montrer. Bon, après, moi je vais pas me lancer là-dedans, tu seras beaucoup plus pointu là-dessus, et Yannick également, mais la question intérieure-extérieure, évidemment. On sort très clairement de cette idée que l'intérieur est nécessairement rassurant, et tout le cheminement qu'il y a dans Evangelion qui vient nous dire que, effectivement, si l'intérieur peut être rassurant un temps, les conséquences de se réfugier, voire de faire d'user de cet intérieur, le méca, ou voire la métaphore évidemment fétale, peut être plus que préjudiciable, et on rebondira, on l'a déjà fait, sur la fameuse fin du Rebuild 2.0, qui est assez emblématique de ce point de vue-là. Et c'est vrai que c'est très très intéressant, en tout cas dans le cheminement, comme tu l'amènes, de l'enfant, donc qui rentre dans cette espèce de panic room, on pourrait dire, hein, qui sont source de plein de choses, parfois de conscientisation qu'il y a aussi un autre dans ces machines, hein. J'ai à l'esprit, donc son nom m'échappe, mais un des deux camarades de Shinji, masculin, Koji, c'est ça? Toji. Oui, Toji. Toji, pardon. En tout cas, dans la série télé initiale, où il se retrouve effectivement à détruire une Eva devenue menace, qui héberge effectivement un de ses rares et seuls amis, sa seule relation franche jusque-là vers l'extérieur. Voilà, on a toujours ces va-et-vient permanents, en tout cas dans Evangelion. Alors, je voulais juste préciser, moi, quand je parle d'inconscient collectif, c'est plus une figure de style qu'une vraie conceptualisation. Parce que je pars un peu de l'idée que l'art est un peu justement une sorte de ressurgissement un peu des questionnements en travail, mais de manière un peu figurée, notamment par la figure du monstre. D'accord. Hein, donc, que je prête à l'art cette capacité-là d'exprimer des choses qu'on essaye de contenir un peu dans le politique du réel, enfin, ou la politique du réel. Donc voilà, mais c'est plus une figure de style qu'un concept. Plus dans le champ artistique, en tout cas, pas forcément de Voilà, figure de oui, style, mais c'est pas ouais, du tout un d'accord. concept psychanalytique que j'utilise, Ouais. parce que je travaille pas là-dessus, donc je n'oserais pas trop m'aventurer là-dessus. C'est- Mais enfin voilà, c'était un peu pour préciser ça. Ouais. Et puis effectivement, dans le rapport intérieur-extérieur, bon, déjà c'est très compliqué, je trouve, dans Evangelion de comprendre du premier coup le fonctionnement de ces robots. Et puis déjà, question toute bête, peut-être je laisserai la parole à Yannick pour élaborer une réponse, mais déjà les robots sont-ils des robots dans Evangelion? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment le cas, en fait, hein. Quand on avance un peu dans la série, on découvre que sous la carapace métallique, il se passe autre chose, quoi. Donc déjà là, il y a peut-être une corruption qui se met en place, ou une tromperie face à la question du genre, en fait, euh, dans lequel s'énonce la série. Donc après, Ouais. sur le genre, Yannick travaille pas mal dessus, donc Oui, bah, dans ce cas-là, moi c'est vrai que la nature même des EVA est assez étrange, parce que on en discutait d'ailleurs dans les rebuilds, il y a le fait que les EVA en fait pourraient être au final des anges. Donc ici, peut-être d'une certaine manière, le robot pourrait rejoindre certaines formes d'énergie, voire le kaiju. C'est assez, cela c'est assez intéressant, je trouve. Et d'autre part, effectivement, il y a la question de l'âme. Et puis, en fait, à chaque fois, dans Evangelion, il y a le fait que
les éléments mécaniques sont ramenés à du biologique, voire à du métaphysique. C'est-à-dire que le Lighty Field, et plein de choses comme ça qui concernent la psychologie, l'individualité. Et tout à l'heure, tu parlais de dissolution, mais il y a une dissolution littérale, en fait, dans un des combats, puisque c'est Shinji qui s'évapore dans le LCL, en fait, de la cabine. Qui est une espèce de Qui a- liquide amniotique pour si vous avez des souvenirs très lointains d'Evangélion. Voilà. Et donc, bon, on n'ira pas dire qu'il ne fait qu'un avec l'Eva, parce que en fait, ce n'est pas vrai, vu que à ce moment-là, l'Eva est immobilisée. Mais effectivement, il y a ce. Moi, je vais suivre ton propos là-dessus. Il y a une sorte de dissolution qui se fait. Et puis, il me semble que c'est dans le manga aussi. Alors, tu vas me rafraîchir la mémoire. Vous allez me rafraîchir la mémoire. Dans le manga, en tout cas, effectivement, il y a l'Eva 02 qui est qui est comme une sorte d'embryon enfin, disons que Asuka est protégée et elle est comme dans finalement le ventre Vente maternelle, oui. de sa mère, qu'elle émerge pour combattre les les Eva de synthèse. Donc, effectivement, il y a cette dimension d'embryon aussi. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on ouais. t'entend. Il y a eu une toute petite coupe, mais c'est bon, on a compris en tout cas la suite de ta pensée. Mais sur l'exemple que tu donnais juste avant, moi je trouve que c'est très intéressant, presque en termes de, je dirais, de question de la perception, si on veut ériger ça sur peut-être une logique philosophique, c'est que tout l'enjeu de l'épisode, c'est pas tant je dirais la dissolution de Shinji ou pas dans l'Eva, c'est de le retrouver. Donc en réalité, il y a une espèce de moment où il y a une coupure même dans les repères scientifiques, parce qu'évidemment, tout ce qui fait tourner ces EVA, c'est quand même une énorme machinerie scientifique, une accumulation de savoir, etc. Et pendant tout l'épisode, c'est pas tant de faire se remettre sur ses jambes l'EVA, cette espèce de robot géant, et de le faire repartir au combat, c'est de retrouver un adolescent qui est dissous et qu'on n'arrive plus à voir comme un ado qui aurait fugué, quoi, d'une certaine manière. Je trouve que l'exemple est très pertinent, celui-là en particulier. Oui, et Alors, puis il y a cette idée. Ah, pardon, vas-y. je te laisse juste la parole, mais c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Mehdi. Quand tu parles de machinerie scientifique, c'est intéressant, et en même temps, je suis pas sûr qu'on pourrait appeler ça véritablement quelque chose de scientifique au sens de science rationnelle. Et ouais. Parce que, effectivement, il y a plein de choses qui sont liées, par exemple, au sang, au type de sang bleu, encore une fois, les notions presque métaphysiques auxquelles on fait appel. Euh, Ce qui fait qu'en fait, on n'est pas dans une science, mais on est dans une connaissance mystique Mhm. et effectivement une machinerie, mais une machinerie, on va dire une machinerie, je reprends le terme métaphysique, mais on est sur voilà, quelque chose qui est ésotérique, profondément ésotérique, et même lorsqu'il y a lorsque toute la nerve est articulée autour de ce complexe qu'on croit militaro-scientifique, en fait, il n'a de scientifique que l'apparence. Et en fait il ne maîtrise pas grand-chose. Mm. Enfin, ça, c'est ce que je sais pas ce que tu en penses là-dessus, Karim, mais Bah, de toute façon, si on part de la problématique du genre, on peut quand même dire que la série part dans un décorum scientifique, science-fictionnel, qui effectivement se découvre comme un paravent, quoi. Mais le point de départ, c'est effectivement un décorum avec des ordinateurs, des câbles, des immeubles qui descendent. Enfin, il y a tout ce truc-là, mais qui s'avère effectivement un peu factice, quoi, plus on avance dans la série, et effectivement beaucoup plus ésotérique, voire fantastique, donc qui fait un peu changer de registre la série. Enfin, la série change un peu de registre, je trouve, au fur et à mesure qu'on avance sur ce terrain-là, quoi. Mm. Et puis pour revenir sur le robot, moi, que je trouvais assez intéressant dans cet épisode-là, c'est effectivement aussi
cette mise en forme, mise en scène du repli sur soi, de la prostration, c'est-à-dire que il se replie tellement sur lui qu'il disparaît dans la machine, quoi. Il n'est plus rien et il a plus envie d'en sortir. Donc, je trouve il y a vraiment, dans le rapport à l'autre, là, la carapace du robot est une belle figure, je trouve. Et puis d'autre part, si on se replace de manière un peu plus générale dans la trajectoire des robots japonais, des robots géants en tout cas, une des singularités des EVA, bah, c'est déjà cet aspect féminin qui s'éloigne du point de vue du design de la massivité des robots comme Gundam, par exemple, avec des gros bras, des grosses jambes, des torses épais. Là, on est dans une créature qui a quand même des hanches proéminentes, une taille plus affinée. Il y a le mot même Évangélion raccourci, Eva qui renvoie à l'Ève du futur. Et puis d'un point de vue thématique, c'est une sorte de reprise de Metropolis, quoi, hein, avec Maria dans le robot féminin, qui est aussi alors, ce terme ne te plaît pas, Mehdi, et j'essaie de travailler à ne pas l'utiliser, mais qui est aussi un robot féminin au caractère incestueux du coup, Ouais. hein, puisque le personnage de Metropolis est confronté aux mêmes problématiques que Shinji. Hein, donc, mais dans l'animation japonaise, voilà, il y a aussi ce changement de configuration à la fois stylistique par le genre, là, le genre sexuel du robot, qui modifie complètement le rapport au pilotage, hein, puisqu'il y a ces cabines. Moi, première fois que j'ai vu, je comprenais pas trop parce qu'il rentre dans des cabines, il y a du liquide, puis le liquide il disparaît, on le voit plus, mais en fait il est encore là. Mais donc ce liquide joue effectivement un peu le liquide amniotique. Il y a Shinji qui dit à un moment donné, c'est bizarre ce liquide, ça a une odeur bizarre, assez réconfortante. Et puis justement, il dit le nom de sa mère à ce moment-là. Enfin, donc là, c'est gros comme une maison, hein, ce cocon que rejoue l'entry plug avec cette forme assez phallique, hein, puisque c'est une sorte de tube qui rentre dans le robot. Dans ce robot donc féminin du coup, hein, qui est un orifice. Donc voilà, il y a aussi ce changement-là je trouve, de perspective qui amène ce dessin animé-là, hein, dans la manière d'envisager le robot comme quelque chose d'assez massif et masculin et protecteur, quoi, au sens masculin guerrier, euh, comme la fiction tend à le mettre en scène en général. Il y a des éléments aussi, ça tombe bien que tu reviennes sur l'esthétique, c'est que tu reviens sur ton historique au cours de tes réflexions des différents robots dans les séries d'animation, et tu expliques que assez rarement finalement on se retrouve avec des robots ils restent anthropomorphes, mais assez rarement avec un visage se rapprochant d'un visage humain. Tu cites l'exception d'un excellent animé que je recommande, ne serait-ce que visuellement, Gurren Lagann. Il y a quelques autres petites exceptions, je crois, comme des animés un peu moins connus comme Godana ou Raxéphon, des choses comme ça. Mais des choses plus anciennes aussi, il y a quelques exemples de robots avec une sorte de proto-visage, oui. un peu comme dans les Transformers aussi, par exemple. Voilà. Et les éléments qui restent, je trouve, sont assez emblématiques, même si toi-même tu ne les listes pas. Les deux peut-être les plus marquants, ça reste pour revenir à cette figure un peu de Yannick qui me reprenait à raison sur cette dimension, cette scientificité, on va dire, cette dimension scientifique. C'est le regard et les dents. Enfin, la bouche ou la gueule, que sais-je. Évidemment, là, si on veut faire de la référence uniquement, exclusivement à la série, on se souviendra d'un épisode très emblématique dont j'espère que je vais pas m'en mêler les pinceaux, c'est Miroir, cœur des gens, miroir de l'âme, c'est ça? Quelque chose comme ça? Peut-être, ouais. C'est le 19e, non, c'est ça? Ouais. Et qui joue beaucoup effectivement sur la notion de regard. Évidemment, la notion du regard qui est de toute façon à la fois emblématique dans la série d'Évangélion, dans le rapport au personnage, mais même
emblématique dans l'animation japonaise, dans le sens où la limitation, le manque de budget en termes d'animation fait que on a énormément de plans effectivement qui s'attardent sur les yeux. Toutes les indications données aux mangaka et aux illustrateurs de celluloïdes et d'animateurs japonais qui sont, si vous n'avez pas de moyens, faites des grands yeux, dans cette idée aussi même de captation de l'attention. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est plus la dimension presque sociologique, anthropologique des dents surtout de la gueule, de la bouche, dans tout ce qu'il peut y avoir de jeux d'incorporation, évidemment, parce qu'on parlait de l'intérieur, mais d'ailleurs c'est très fantasque, parce qu'on parle d'incorporation, mais on a rarement de logique de système d'évacuation, en fait, avec cet EVA, donc c'est là où ça rejoint beaucoup la remarque de Yannick un peu plus tôt, de dire la science est toute relative, sinon métaphysique. Mais voilà, je te redonne la parole peut-être sur ces deux axes des yeux et de la bouche / gueule. Oula. Dont tu te saisis comme tu souhaites, je pars toujours dans des choses alambiquées. Sur la bouche, effectivement, c'est moi ce qui m'avait marqué, je traçais un lien avec ça, mais qui est assez gratuit, mais qui ressemble énormément, même d'un point de vue thématique, à une peinture de Goya, de Saturne dévorant ses enfants, qui reprend vraiment, même en termes de composition, et notamment sur la contre-plongée, des plans qu'on retrouve dans le 19e épisode, où l'Eva 01 dévore un ange pour incorporer son corps. Corps, C-O-R-E, enfin son Koa, la boule, la sphère rouge. Et qui est, justement, c'est pareil, en termes de design, je trouve que l'Eva démasquée prend plusieurs formes, parce que dans le premier ou deuxième épisode, on voit l'Eva qui perd son casque, et ça ressemble plutôt à un animal, presque une tête un peu de baleine, avec un œil comme ça, très animal. Et puis il y a un épisode où on voit l'Eva complètement presque momifiée, en fait, avec un sourire de Joker, et qui, moi, me faisait penser à un plan du film de Polanski, Le Locataire, dans lequel, à un moment donné, Polanski va rendre visite à son l'ancienne locataire de son appartement, Simone Schul, qui est juste une momie avec un œil grand ouvert comme l'Eva 01, et puis une bouche dont ne peut sortir qu'un cri, en fait, et qui est un peu l'envers, parce que l'Eva 01, c'est une bouche qui avale, quoi. Cannibalique. Et puis effectivement, la séquence dans l'épisode 19 où il y a cette mâchoire qui dévore avec une dentition vraiment humaine, quoi. On a vraiment l'impression de voir des molaires, etc. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une créature multi-design en fonction de ce que les auteurs veulent signifier. C'est ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'il ne reste pas accroché, j'ai l'impression, à un modèle particulier. Donc ça devient un peu surréaliste aussi dans la manière de dessiner, en fonction des idées qu'ils veulent transmettre. Voilà. Avec des petites modifications dans la Bible qui devaient faire criser peut-être les illustrateurs responsables des process d'animation. Mais il y a un autre truc aussi, juste avant de donner la parole à Yannick, c'est que tu le rappelais, enfin tous les deux d'ailleurs, vous le rappeliez dans le premier épisode, Premier Impact, toujours disponible, pour ceux qui ne l'ont pas vu en replay. Tu disais que on sortait de ces logiques commerciales aussi, c'est-à-dire que c'est très problématique finalement d'avoir comme ça un robot qui se change. Alors aujourd'hui, ça a peut-être été un peu contourné parce que les productions de figurines prennent beaucoup en tête ces logiques de mettre des têtes avec différents visages pour changer les expressions. Mais à l'époque, quand on se recontextualise dans les années 90, il n'y avait pas encore cette démocratisation de ces robots figurines avec plusieurs visages. Il y en avait quelques-unes dans ce qu'on appelle les garage kits, donc les maquettes, les choses comme ça, mais c'était délicat en fait de faire passer que voilà, là il va avoir une gueule plutôt comme ci, comme ça. Même financièrement, c'est compliqué par rapport au côté codifié des autres séries qui de base disaient voilà, là c'est comme ça, là ils se transforment et ils fusionnent ensemble, comme l'exemple que tu donnes effectivement des ce qu'on appelle les flûtes, comme pour les Kamen Rider et les comment s'appelle ce genre-là, les Sentai, merci beaucoup, qui forment une espèce d'énorme robot avec les assemblements de différents robots, sans compter évidemment la manne financière qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est extrêmement riche pour la série, mais ça reste un truc qui reste diablement problématique pour d'un point de vue de logique économique et commerciale. Je pense, alors juste un petit point, je me demande si justement dans la manière de designer les robots,
jusque dans les années 80 avec ces jambes massifs, pardon. Ouais, On n'était pas aussi un moyen fait pour que justement les figurines construites puissent tenir debout en fait, hein, parce je n'avais pas que pensé, mais ouais. pour pas qu'elles tombent en termes de gravité. Oui, Eva 01 en maquette, c'est c'est compliqué. compliqué à faire tenir quoi, hein, parce J'en ai que eu et je confirme. ouais. Donc voilà, je pense qu'effectivement les designers de jouets, enfin ça a impacté aussi ces designs assez massifs, je pense, de ces robots-là. Ouais. Et qui sont effectivement beaucoup plus athlétiques, on va dire, enfin avec des jambes Et très lancé, ouais. fuselées de la tête. Mm. Yannick, excuse-moi, je t'ai piqué comme un sagouin la parole potentielle dont tu pouvais te saisir si tu voulais. Bah écoute, là, là je t'avoue que j'ai perdu mon fil, effectivement, mais je vais le retrouver. Là, il faut. Vas-y, On était continue. parti, non, non, on était parti tout simplement sur l'idée de la représentation physique des deux éléments anatomiques que j'avais soulignés, donc les yeux et la bouche ou la gueule de l'Eva, et de ce que ça a constitué, autant en point de vue narratif, d'animation, de représentation. Et puis là, on faisait un dernier parallèle aussi sur la représentation corporelle en fait de l'Eva en fait dans sa stature. Oui, oui, mais c'est vrai que pour y réfléchir assez rapidement, là, c'est vrai que il y a quelque chose, il y a une forme de dualité qui se retrouve dans les robots, dans les EVA, entre eux, justement, quelque chose qui ferait penser à une carapace, puisqu'elles sont en fait des carapaces. Ce qu'on voit, ce qui apparaît, ça a la forme on va dire, d'une sorte de bouclier géant qui entourerait quelque chose d'intérieur sur lequel Karim disait qu'effectivement on n'avait pas réellement on avait des indices qui étaient assez dichotomiques. Par exemple, moi, c'est la forme du visage m'intéresse aussi pour mes propres recherches, mais effectivement, il y a quelque chose comme autour de ce visage une sorte de comment on dirait parce que c'est pas vraiment la figure de Janus en fait, c'est ça qui est, c'est pas un double visage, mais c'est ici c'est plutôt la figure, enfin le forme de masque qui intervient, le masque qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur les anges, cette chose qui renvoie en fait au même, à la fois au même et aux différents, c'est-à-dire au robot et à l'humain, ce qu'il y a derrière. Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose qui demande encore à être creusé, mais c'est pour ça que c'est assez flou. Mais Ah, mais Dion, t'entends pas, je crois. Oui, je disais peut-être plus des personas au sens de représentation d'émotion, d'altérité ou de choses comme ça que des visages de Janus, comme tu disais. oui, bah, la persona, en même temps, c'est étrange parce que la persona indiquerait qu'il y a un individu, qu'il y a derrière quelque chose de plus réel ou d'autre, en fait. Alors que ce qui est étrange dans Évangélion, c'est que le robot tel qu'il se présente, peut-être, surtout dans Rebuild, dans la fin du second épisode, le robot en lui-même peut faire a une sorte d'essence, en fait. Il y a une dimension ontologique dans ce robot-là. En fait, il n'est, comment dire, il ne vit pas. Enfin, voilà, ça va être dur là. Il, Il vit pas, tu disais. Sa présence n'est pas due qu'à une forme qu'il y aurait à l'intérieur et qu'il faudrait découvrir par-delà une coque mécanique. Il est aussi par, par cette coque mécanique. C'est ça qui est assez étrange. C'est pour ça que moi, c'est quelque chose qui sera peut-être présent dans le Rebuild 4 et qui sera peut-être
qui sera peut-être un un peu peu creusé. éclairci, ouais. Oui, oui. En tout cas, c'est peut-être que tu penses à des moments comme quand l'intérieur, on parlait d'intérieur et d'extérieur tout à l'heure, l'intérieur est parfois attaqué et où là où on s'attendrait uniquement à voir une résistance d'une coque métallique, on se retrouve effectivement avec un œil mouvant ou quelque chose qui vient comme ça se déplacer, rappeler du vivant ou rappeler quelque chose d'une organicité normalement toute humaine. Voilà, C'est ce mais genre d'exemple-là, oui. Oui, d'accord. voilà. Ouais. Et le domaine intérieur-extérieur, de toute manière, ben, bon, c'est encore la fin d'E-Rebuild, Hmm. on est plutôt sur la série là, mais c'est juste pour parler très vite de la fin D'accord. du Rebuild 2. C'est lorsque Shinji, en fait, il fait tellement corps avec son Eva qu'il est dans une sorte d'espace Hmm. pour essayer de rattraper Ouais. Rei, qui elle, est vouée à disparaître. Et il l'arrache, et c'est ce qui va créer justement le Third Impact. Oui. Il l'arrache par contre, mais on est dans quel type d'espace? C'est C'est ça ça, le. oui, c'est très compliqué à discerner, ouais. Oui, oui. On a un truc Donc, entre une espèce de plan astral qui renvoie à l'ésotérisme dont tu parlais tout à l'heure. On nous propose d'ailleurs dans le chat, et on salue le chat, hein, qui comme d'habitude est assez actif, on nous propose la notion hein, qui vient d'un psychanalyste d'ailleurs, qui s'appelle Didier Anzieux, la notion de moi-peau. Je sais pas si certains d'entre vous sont un oui, petit peu oui, oui. familiers avec... Ah, ça a l'air de te convenir, Yannick, Oui, à oui, ce bah, niveau. c'est une notion que j'ai découvert en plus il y a pas très longtemps. Ah bah c'est Euh, parfait. c'est quelque chose enfin, de ce que du très très peu que j'en ai lu. Effectivement, il y a quelque chose on pourrait faire un article là qui c'est très intéressant sur justement une vision, la vision de l'EVA 01 et d'un moipeau comme ça. C'est vrai que ce serait très intéressant. Probablement. Karim, je te redonne peut-être la parole sur le cheminement, sur ce que ça a pu t'évoquer jusqu'ici. Il y a quand même, en vous écoutant, une sorte d'indétermination de la machine parce que par moment, elle répond à certains automatismes, notamment en termes énergétiques, en étant branchée. Là aussi, hein, il y a une métaphore assez claire avec ce câble qui permet de nourrir en énergie l'EVA, hein, et que s'il est coupé, il n'a que 3 ou 5 minutes, je ne sais plus, d'autonomie. Je pencherais pour 3, mais Il me dans le semble que c'est doute, voilà. 3, et je crois que ça Ouais. varie dans les films, je ne sais Ouais. plus. Ouais. Et, et, euh, mais qui des fois répond pas à ces mécanismes-là. Enfin, c'est très bizarre. Donc là Oui. aussi, en fonction des intentions, ça marche comme un robot. Et puis des fois, ça marche pas comme un robot, quoi. Donc, et des fois, ma première vision de la série était assez confuse à ce niveau-là. Je savais plus sur quel. Pied dansé. Disons qu'il y a un pacte à tracer, enfin à dessiner avec le spectateur, hein, des règles de fonctionnement de l'univers fictionnel. Et puis, alors là, bon, bah, par moment, Ah, ça ne répond plus, quoi. peut-être que là-dessus, cette remarque-là, moi, elle me fait penser à autre chose. Alors, on nous dit c'est 5 minutes, et non pas 3. Ah, on nous fait une remarque intéressante, et c'est parfait, parce que c'est un point sur lequel je comptais te renvoyer après. On nous dit, est-ce que c'est pas 3 minutes comme Ultraman pour y faire référence? On y reviendra Bah, après. c'est possible puisque ça a été un des premiers courts-métrages de Ouais, de Anno. Hideaki Anno, Hmm. c'était justement Ultraman, dans lequel il jouait Ultraman. Donc, Eh ben, et le écoute, prochain film qu'il va faire, c'est Ultraman aussi. Donc, oui, on est en plein dedans. Et par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je peux pas m'empêcher de penser que on a cette espèce de rupture, de crise. Alors, on va pas aller dans une... C'est toujours délicat hein, de pas aller dans une dimension psychologisante, mais presque de brisure. Hein. Il y a cet épisode que tu as nommé, effectivement, de l'EVA 01 qui passe ce qu'on appelle en mode berserker, enfin, qui n'a plus besoin à la fois de l'alimentation et aussi d'un autre élément qu'on n'a pas nommé jusqu'ici, mais je pense que les gens qui sont sur la discussion sont habitués, mais on va le faire quand même, c'est ce qu'on appelle le taux de synchronicité ou taux de synchronisation entre le pilote, synchronisation, merci, entre le pilote et l'EVA. Et là, on atteint, je crois, les 300%, un truc comme ça. 400.
400. 400%. Allez, soyons fous. Il y en a un peu plus, je vous le laisse quand même. Comme dirait le boucher. Et justement, ce qui suit, c'est un peu une boucherie. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est que ces moments de rupture, même si on pourrait... alors c'est un peu facile, est-ce que c'est pas le fanboy qui parle en disant ça, on pourrait reprocher qu'on sait plus trop où on en est, est-ce que c'est pas une approximation au niveau de l'écriture, mais j'ai l'impression qu'ils surviennent toujours à des moments qui déjà sont féconds au niveau de l'intrigue et de la narration, et aussi qui viennent représenter ce moment où l'être humain s'affranchit de quelque chose, soit en allant dans une totale dimension fusionnelle, soit à l'inverse en allant dans un rejet complet de l'autre et son annihilation. Il y a toujours ce moment-là où ça se brise, mais ça vient quand même toujours dire quelque chose. Yannick nous donnait l'exemple il y a quelques instants de cette espèce de plan astral où on ne sait pas trop, est-ce qu'on est sur un espace encore humain, est-ce qu'on est sur un univers parallèle, est-ce qu'on est encore régi par les lois de la physique et de l'humanité. Enfin voilà, il y a tous ces éléments-là, c'est une petite hypothèse par rapport à ce que tu amenais. Oui, de toute façon, il y a même en termes de, pardon Yannick, en termes de brisure, de rythme, de la série déjà en termes narratifs, voilà, de rythmer par cassure, par coupure, et d'autre part, il y a moi ce qui m'intéresse aussi dans la série, c'est ce rapport au robot comme donc vraiment comme méca, c'est-à-dire comme excroissance et prolongation du corps humain. Et il y a tout un travail dans le champ de la robotique actuellement, justement, de réflexion sur des robots qui ne se présentent pas comme des robots, mais comme justement des excroissances du corps humain pour pouvoir travailler. Donc, par exemple, en chirurgie, vous allez avoir un bras mécanique, enfin, électronique, hein, qui va pouvoir opérer de manière beaucoup plus précise que le bras humain, mais qui est piloté par le chirurgien à côté, Oui. avec voilà. Donc il y a cette idée de penser le robot non pas comme un objet autonome à la Terminator, mais justement comme une excroissance encore pilotable par l'humain, donc qui est vraiment un champ de la robotique actuelle dans différentes disciplines, hein, aussi dans le champ de l'industrie, hein, la fabrication, etc. Donc il y a toujours un opérateur en fait. Amazon. Et voilà, oui, mais aussi dans les fabrications de voitures, etc. Ouais, bien pour sûr. les soudures. Et donc, le méca, dans Evangelion, il y a cette idée-là que le robot est une excroissance qui permet à l'ado d'aller un peu plus loin C'est ça. et effectivement, notamment de tendre la main pour sauver Rey à la fin du deuxième film. C'est par l'extension du robot qu'il peut prolonger sa main et attraper la jeune fille pour accomplir un truc qu'il n'oserait pas faire de lui-même, a priori, quand on connaît un peu la psychologie du personnage, enfin, tout ce qu'on devine de la psychologie du personnage. Donc, voilà, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très contemporain comme manière d'imaginer, encore une fois, et de représenter ce qui se joue un peu dans l'économie réelle, en fait. Yannick, tu allais dire ? Moi, je rebondissais sur ta remarque sur le taux de synchronisation. Ce qui est assez original avec ce taux de synchronisation, c'est qu'effectivement, on serait dans une mécanique dramatique, on va dire normale, je ne sais pas si c'est le terme, mais sans grande originalité. Le taux de synchronisation atteint serait 100%, et puis généralement, ce serait le taux de synchro atteint à la fin de la série, enfin, et qui représenterait le stade final. Là, c'est plutôt. En fait, je rejoindrais Karim lorsqu'il disait dans les émissions précédentes qu'il y avait une sorte de tragédie de Shinji qui, lorsqu'il arrivait à se sortir un peu de lui-même, en fait, commettait une catastrophe en fait aux yeux des autres. Du coup. Ici, c'est représenté au niveau du taux de synchronisation parce que, en fait, lorsque le taux de synchronisation est trop bas, le pilote ne bouge pas. Par contre, enfin, le gear ne bouge pas. Par contre, lorsque le taux de synchronisation est un peu trop élevé, c'est-à-dire que le pilote commence à s'énerver à l'intérieur, c'est pareil, ça fonctionne pas, ça cause la fin du monde ou ça cause une forme qui est complètement hors de tout contrôle. Donc on retrouve ici aussi à ce niveau-là cette sorte de tragédie du pilote dans Xenogears d'une certaine manière.
un jeu vidéo donc de Squaresoft, aujourd'hui Square Enix, pour repréciser, parce qu'il y a beaucoup de références. On parlait aussi des kaiju, hein, qui sont ces créatures géantes, effectivement, tout à l'heure, avec Yannick. Moi, je renvoie de nouveau, c'est formidable en plus avec la triangulation des écrans, je renvoie de nouveau la balle vers, et non pas la patate chaude cette fois-ci, parce que ça va être beaucoup plus court mon intervention à Karim, avec ce que tu disais sur l'apport des sciences dont on parlait tout à l'heure, le développement de la robotique, tout particulièrement au Japon. Alors un rappel, je pense que beaucoup de gens y sont sensibilisés, mais il y a un développement très fort, parce que c'est un pays qui a toujours été, enfin qui reste encore très à la pointe de beaucoup de révolutions en optique notamment, et en intelligence artificielle et en robotique, à la pointe. Mais au Japon, ça a aussi une finalité qui est très très importante, qui est comment dire, le chute du taux de natalité, et notamment la gestion, entre autres choses, hein, des personnes âgées. Et il y a beaucoup de travaux en robotique qui sont faits du côté du care, du côté du soin, effectivement, de la personne âgée, parce qu'il y aura plus suffisamment de monde pour s'occuper potentiellement des vieux japonais, en tout cas, on va dire. Et je repense aussi, tu parlais de l'usage, justement, ce prolongement, donc un peu comme une prothèse psychique, comme le chirurgien a cet intermède-là de la main robotisée. Moi, je reviens sur cette figure, justement, du soin et du care qui est, somme toute, très japonaise, dans ce qui peut être développé plus en Occident, et notamment en France actuellement, avec des travaux sur la robotique avec des personnes ayant des troubles de la sphère autistique. C'est-à-dire il y a beaucoup de travaux qui se font avec des robots qui pourraient travailler effectivement les accompagnements, notamment thérapeutiques, et les accompagnements globaux de personnes ayant des troubles du spectre, pardon, non pas de la sphère autistique. Et c'est là où je trouve que ça rejoint ce que tu nous disais dans tes écrits, c'est que d'une certaine manière, c'est pas une dimension exclusivement utilitaire, c'est vraiment aussi penser sur soi, penser les objets, comme en philosophie par exemple, avec un monsieur comme Simondon, on ne pense pas uniquement à la technologie, on pense comment ces objets, ces outils technologiques évoluent. On a Stigler aussi qui pense vraiment ça conjointement entre ce que la technologie nous fait et comment nous la pensons, et pas simplement une évolution magique de la technologie, ce qui est le cœur de la pensée de Hanno, pour conclure, finalement, quand il fait cogiter les ados, et par extension les adultes, il vient un peu en mode chamboule-tout, quoi, avec ses... Bah, il y a aussi une des singularités, alors ça doit pas être le seul, mais du récit, c'est aussi cette vision démoniaque du robot géant, qui est censé être une figure de proue, hein. Tu parlais tout à l'heure de la sculpture du Gundam à l'échelle 1 sur l'île Oui. d'Odaiba. Odaiba, c'était une ancienne forteresse militaire qui justement accueillait les navires américains. Là, il vient vraiment se positionner comme un phare de la modernité japonaise, quoi. Et Anno vient montrer une vision négative du robot géant, puisque c'est une figure de destruction, hein, finalement. Enfin, l'EVA 01 est la clé du déclenchement de l'apocalypse. Donc il y a un regard qui est quand même assez critique. Alors c'est vrai que du coup le Japon et la technologie, c'est un couple qui fonctionne bien, puisque vu qu'ils font pas d'enfants et qu'ils veulent pas ouvrir les frontières, bah du coup les gens vieillissent et il faut s'en occuper, et ils choisissent la robotique plutôt que d'ouvrir les frontières. Donc Ouais. voilà, il y a un truc qui est très étrange pour un regard occidental, quoi. Enfin, je trouve. Et c'est ironique, hein, je me permets, l'ironie de l'actualité fait que cet insularisme qu'on a très vite fait enfin, critiquer, en tout cas de s'en étonner, fait qu'aujourd'hui, on est à des questionnements, parlons toujours que de ce qu'on connaît le mieux, en France, où il y a des perspectives de cet ordre-là. On en est sur des réflexions aux dernières nouvelles politiques, de se dire on va fermer les frontières, et à l'extérieur, non pas les vieux, mais en tout cas les personnes qui ne sont pas censées appartenir à la France. Donc c'est simplement comme ça, une réflexion Oui, c'est colle à assez l'actualité. global, hein. Ouais, je crois qu'il y a avec tout ce qui est drone, il y a ce chien robot là à Singapour,
qui fait fuir les passants. Enfin, je veux dire, c'est super bizarre, hein. Enfin, je sais pas si tu as vu les images, hein, Non, justement, j'allais te demander si tu pouvais. c'est en fait, ils ont mis en place un chien robot sans tête, en fait, qui se déplace dans les parcs pour dire aux gens de respecter la distanciation sociale. Sauf que dans les images qu'on voit prises au smartphone, Ouais, les gens ça les sont fait pas. apeurés par ce truc, quoi. Enfin, c'est assez étonnant. C'est vraiment, on est dans un film de science-fiction, là, pour le coup. Ouais. Mais ça permet de revenir aussi à un récit qui a été assez fondateur d'Evangelion. C'est un dessin animé qui s'appelle Space Runaway Ideon. Ideon, je sais pas comment trop le prononcer, qui a été conçu par le concepteur conçu par le concepteur, pardon, par le créateur, on va dire, de Gundam, Tomino, je crois, Il me semble, oui, Yoshiyuki, c'est ça, c'est Tomino, ouais. et qui est un récit. Alors, j'invite vraiment les gens à voir ce dessin animé qui a le même un peu parcours que Evangelion, donc qui est une série en 39 épisodes, je crois, et ensuite 2 films. Le premier film résume la série, le deuxième film propose une autre fin. Le récit, alors que ce soit à la télé ou dans les films, est proprement apocalyptique, enfin vraiment, et met en scène un robot géant aussi assez mystérieux qui possède une puissance illimitée qui s'appelle LIDE, L,IDE, qui se réveille de temps en temps, voilà, sans que ce soit vraiment maîtrisé par les pilotes, là Mhm. également, comme Shinji, et qui, petit à petit, qu'on avance dans le récit, se révèle, voilà, une puissance illimitée au point de pouvoir détruire des planètes Oui, et l'univers. ouais. Et Anno s'est beaucoup inspiré de ça. D'ailleurs, dans des entretiens, il le dit, hein, je vous en prie, regardez Idéon, même si ça a un peu vieilli techniquement. Voilà, il y avait déjà un récit comme ça Mhm. qui présentait un peu une facette complètement destructrice, Destructrice, ouais, pardon, du ouais. robot de la part de celui qui a lancé le genre du Real Robot et Ouais. du Gundam et des Gunpla, des maquettes, etc., etc. Donc une économie phénoménale, notamment pour Tout Bandai. à fait. Oui, qu'on retrouve d'ailleurs après. Moi, j'ai souvenir d'une représentation parce elle a été très affinée avec les années dans Gundam, qui était dans Gundam Seed, qui c'était cette espèce de bulbe ou de d'éclosion comme ça, qui fait passer un peu en mode berserker, qui est Mmh. en mode furie comme ça, qui n'est pas maîtrisé au début et puis qui finalement permet à l'envie de. Alors c'est très drôle hein, parce que on va pas se lancer là-dedans et sinon je sais que Yannick et même toi Karim, on pourrait passer des heures là-dessus, mais quid on va dire, de comment se sont inspirées ces représentations-là aussi dans toutes les dimensions de limite ou d'attaque spéciale dans les jeux de rôle ou les jeux de combat, etc. Je ferme volontairement la parenthèse, je la garde au chaud pour plus tard. On nous fait pas mal de remarques super intéressantes dans le chat. On nous dit par exemple Kamen Rider Freud, le bien nommé, qui nous soulignait le Moipo, nous disait: j'ai écouté un podcast sur les Godzilla, les gars disaient que certaines évangélions étaient au plan près des références des Godzilla de l'ère Showa. Alors ça, c'est pas impossible, notamment vu l'amour et le dévouement de Hideaki Anno, le réal d'Evangélion, on l'a dit tout à l'heure, à la série de Godzilla, mais aussi à Ultraman. Et on nous parle aussi apparemment d'une nouvelle d'Asimov sur les robots et l'autisme. Alors moi, je voulais revenir, tu l'as nommé à 2 reprises, Karim, ça tombe très bien, et me tourner vers Yannick, sur les figures de l'Apocalypse. Tu nous rappelles un petit peu en préambule, pour pas lancer trop Yannick dans le vide sans rien du tout, tu nous rappelles en préambule quand même que ces robots et ce gigantisme, ça vient pas de nulle part. Il y a évidemment tout un imaginaire qui est nourri de figures de l'Apocalypse et plus particulièrement un imaginaire nucléaire, en tout cas au Japon, que ce soit les explosions, le dôme d'ouverture d'un Akira, même les Kamehameha de manière plus triviale créent des espèces de dômes d'explosion qui sont assez proches. Et c'est quelque chose qui a permis de constituer aussi de manière très différente un genre dans 2 pays qui restent du top 3, je dirais, du soft power, que sont les États-Unis et le Japon, d'une manière très différente dans leur rapport à l'apocalypse et surtout au genre de l'apocalypse dans les cultures contemporaines. Ce qu'on appelle maintenant, c'est notre nouvelle appellation pour la pop culture. Et voilà, donc ça me permet de faire une petite transition pour Yannick sur les figures de l'apocalypse qui me semble t'intéresse assez et de voir comment on peut détricoter tout ça avec Evangelion. Euh, Voilà. Patate euh, chaude.
Bah, écoute, d'abord, j'aimerais te poser une question. Ah, Quand tu as vas-y. parlé de Square tout à l'heure, est-ce que j'avais fait un lapsus avec Xenogears? Non, 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 tu n'en as pas fait, c'est simplement que tu as dit, je précisais la boîte et je précisais après que Squaresoft anciennement, donc, enfin, Square Et Enix anciennement Squaresoft, voilà. t'as parlé de Gears. Ouais, Oui, oui, juste un gear. ouais, là. Ouais. D'ailleurs, id, ça me faisait penser Pareil. justement, id le id, Mais, c'est mais, le mais, bon, mais faut pas dire, c'est on spoil déjà Evangelion, on va épargner les gens. non, mais juste pour même ne pas convoquer ce personnage Ouais, de Xenogears, le id, c'est vrai que il a été désigné comme ça par rapport puisque tu parlais de psychanalyse avec hmm, un des intervenants du chat, bah, c'est en référence avec le ça de la topique freudienne justement. Donc effectivement, autrement, en tant que apocalypse, tu voulais des choses sur l'apocalypse aux États-Unis, c'est alors, ça? bah, comment effectivement Karim rappelle dans son travail comment effectivement ces genres-là enfin comment l'apocalypse s'établit comme genre à proprement parler dans les œuvres des cultures contemporaines, au cinéma, dans les animés, etc. Et comment ça peut nous permettre aussi d'être un éclairage supplémentaire pour bah, continuer d'analyser Evangelion. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, parce que lorsqu'on avait fait la toute première émission, je me souviens qu'on avait commencé en disant justement, en faisant un résumé et en disant que avant le robotique, avant l'apparition il y avait le carton inaugural de la série qui était justement 2015, et très vite on apprend en fait euh, qu'il y a eu un deuxième impact et donc que nous sommes dans un univers qui est post-apocalyptique, justement. Donc, à partir de ça, enfin, bon, je sais pas, Karim, toi, Peu- si tu... Peut-être, je me permets de te réaiguiller sur une remarque que tu avais faite, je crois, dans la première émission, qui était, tu t'interrogeais sur le fait que tu étais troublé dans Évangélion du décorum presque carton-pâte, c'est-à-dire la montée de la mer par moment, les destructions des immeubles. Déjà, ça, c'est des formes de figures qu'on retrouve même déjà dans l'art pictural et qui t'intriguaient beaucoup. Tu te demandais, bah, qu'est-ce qui est détruit? Qu'est-ce que c'est que cette ville? Est-ce que elle est reconstructible à l'envie, à l'infini. Enfin, il y avait quelque chose de très troublant. Ça peut peut-être être un point de départ. Oui, oui, en fait, Tokyo 3, d'une certaine manière, on peut dire qu'elle est quasiment détruite, ou en tout cas en surface, elle est détruite quasiment tous les deux épisodes, quasiment à chaque arrivée d'ange, même bon, s'il y en a qui sont des sous-marins ou qui se trouvent dans la lave, qui ne sont que des simples virus, elle subit quand même beaucoup de dommages, effectivement. Et du coup, ce qu'on voit, ce qu'on peut se demander effectivement au début de la série, mais où est le post-apocalypse? Où est le post-apocalyptique? Ce sont des choses qui, en fait, ne concernent pas au début, qui semblent ne pas concerner la ville de Tokyo 3. Elle ne la concerne finalement que lorsqu'on a des brefs plans sur l'en dehors de la ville. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que il y a avec ce mécanisme de la série une sorte de retour du même où à chaque fois finalement la ville se détruit pour réapparaître à chaque fois un peu plus fatiguée. Là ça me fait penser à Dark Souls et les multiples itérations justement plus on va relever le feu. Plus l'univers va se désagréger jusqu'à former un globi-boulga où il y a et à la fin d'ailleurs de la série Neon Genesis Evangelion, on est dans une sorte de paysage. Tokyo 3 n'est plus qu'une sorte de paysage avec des immeubles qui sont à moitié coulés. Donc c'est une vision en fait post-apocalyptique assez originale de ce point de vue-là. Hmm. Je sais pas ce que Karim, toi tu... Mhm.
Mais je pensais notamment, pour pas trop prendre de cours, Karim, tu parlais de dimension sérielle aussi, qu'on a évoqué là dans le deuxième Impact, toujours disponible en replay. Il y a un côté très, très guiré, en fait, dans les annonces d'épisodes, comme si, en fait, voilà, bon, on repart, allez, rendez-vous au prochain épisode. Bon, on connaît la tradition dont on a beaucoup parlé des annonces, les fameux Tsuzuku ou Otano Shimini, donc ils veulent dire à la prochaine fois. Mais là, en fait, c'est comme si, bon, c'est pas grave, ce sera reconstruit la prochaine fois, et puis on repart sur des annonces beaucoup plus triviales, ponctuées, des fois, des fameuses blagues qu'on avait vues. La prochaine fois, Misato enlève le haut, enfin, des trucs, voilà. Et c'est peut-être aussi ce qui fait partie de cette forme de légèreté qui amoindrit, qui endort un peu l'esprit avec des codes en plus otaku, hein, comment dire, l'esprit des spectateurs. Excuse-moi Karim, c'était juste pour te laisser le temps de bien préparer ta Ouais, ouais, non, réflexion. mais par rapport à ce que tu dis, je trouve qu'il y a. Moi, je le prends vraiment comme un pied de nez, quoi, de la Ouais, part des auteurs, parce qu'en gros, ils nous présentent un récit complètement dépressif, comme un dessin animé normal, en fait, avec tous les codes, voilà, on se retrouve la semaine prochaine, blablabla, blablabla, sauf que à chaque épisode, on s'enfonce de plus en plus dans la dépression, parce que quand même, enfin, il n'y a pas un personnage qui est pas dans un état mental et psychologique. hmm, Catastrophique, hein, et du coup le décor post-apocalyptique, pardon, vient signifier l'état de délabrement psychologique de tous les personnages, et cette profonde tristesse qui les hante chacun, même ce qu'on pense être l'antagoniste avec Gendo Ikari, qui a l'air très antipathique et dont on comprend la velléité du plan, en fait, très, très, très fleur bleue. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. oui, oui. Mais qui, voilà, il y a un jeu comme ça avec les codes, comme si on regardait le collège fou, mais en fait, chaque épisode, je me souviens d'un épisode avec Misato qui était vraiment hyper triste, voilà, avec une sorte d'impossibilité d'avancer comme ça. Qu'est-ce que c'est d'être une femme un peu plus âgée? Enfin, il y a tous ces trucs-là qui, je trouve, sont abordés, pardon, de manière extrêmement subtile, quoi, dans la série. Donc, voilà, moi, par rapport à ce que je disais un petit peu, alors c'est peut-être un peu grossier, mais que voilà, je trouve que dans la manière d'aborder l'apocalypse et le post-apocalyptique dans ce genre de récit, il y a quand même la capacité à penser l'après, et ne pas essayer de, comment dire, bah voilà, c'est pas le claquement de doigts de Thanos qui est inversé et on retourne au point de départ comme si de rien n'était. C'est bah, on gère avec, quoi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je trouve que cette série l'aborde surtout la fin du film The End of Evangelion, quoi. C'est beau, enfin, euh, je me dis, il y a plus qu'à se tirer une balle à ce moment-là parce qu'il ne reste plus rien. Et non, bah, il faut continuer, quoi. Donc, continuer avec les ruines. Hmm. Voilà. Donc, Et on en parlait aussi quand on disait que c'est pas simplement une formule pour faire beau, il y avait une vraie dimension où actuellement les fans ou ceux qui découvrent se demandent est-ce que cette série prendra vraiment un jour fin, et hmm. pas simplement pour des logiques commerciales. Il y a quelque chose de profondément intégré, je dirais, je vais me permettre cette expression-là, malgré la remarque sur la science de Yannick un peu plus tôt, dans l'ADN de la série, qui fait que on peut se poser légitimement la question de se demander si elle aura une fin. Alors on peut partir dans plein d'interprétations du rapport de Hideaki Anno lui-même aussi à la série qui à la fois ne parvient pas, je pense, à terminer, mais un peu comme un Toriyama qu'on revient sans cesse chercher. Donc voilà, c'est très très particulier de ce point de vue-là. Et je peux pas m'empêcher de penser, pour relancer Yannick, pour l'embêter encore un peu, c'est cette idée de... y a pas de population dans Evangelion. Y a les rares plans de bunker, c'est soit la classe de Shinji, ou des camarades, ou du voisinage. On a quasiment, à ma connaissance, aucun plan avec des gens qui seraient d'un patelin de Tokyo 3 un peu plus lointain, quoi. Oui, d'une certaine manière, il y a une sorte, enfin, quoique il y a parfois quand même
une vision du hors-champ de Si, Tokyo quand même, 3 avec, d'accord. par exemple, Asuka, et puis quand elle arrive, il y a des petites visions comme ça, mais c'est vrai que la ville en elle-même, on a l'impression qu'elle est vide de toute, qu'il y a vraiment personne, que Ouais, et du coup que en fait cette ville ne sert que de moyen, en fait, de prototype, de pseudo robots, en fait, pour en fait soit cacher donc le véritable, en fait, ce qui est confiné, pour reprendre la discussion qu'on avait eue, pour reprendre ce qui est le véritable trésor que cache, qui a sous la ville, en fait, avec la Nerve, justement, et le terminal Dogma, où Lilith est emprisonnée. Et en même temps, elle sert aussi aux Eva pour finalement combattre elles ont enfin, les Eva ont ainsi à disposition dans les immeubles des missiles, enfin on va dire des grosses armes pour les combattre. Donc effectivement, c'est plutôt une ville qui est vide et qui sert moyen, en fait, une ville forteresse vide de tout humain. Et d'ailleurs, lorsqu'ils se rendent dans la Nerve, les grands escaliers, etc., ils ne contiennent finalement que les personnages principaux. Et c'est assez notable. J'ai revu les films là ce week-end et qui m'a assez marqué, c'est justement, j'avais oublié, mais dans le deuxième film essaie de présenter une sorte d'happy end qui est contrarié, mais il possède qu'on appelle ça un climat assez heureux, je trouve. Et il y a des plans de la ville, du quotidien de la ville, avec plein de passants, les habitants, et ça m'avait marqué parce qu'effectivement, dans la série, on se demande qui sont dans ces buildings qui descendent, en fait. Enfin, c'est des immeubles, enfin, moi, je les imagine complètement vides et inhabités, quoi. ouais. Mais le deuxième film, du coup, présente beaucoup de plans, des très beaux plans d'ailleurs, voilà, des quais de la gare, des passants, les plans sur les vélos que les gens prennent, etc. C'était assez étonnant parce que ça contredit vraiment ce que présentait la série animée, quoi. Bah, je sais, disons que c'est peut-être une poursuite aussi après le reboot, on a quelque chose comme tu disais, de plus positif, une sorte de vision. En fait, qu'est-ce qu'il se passerait en fait enfin, c'est pas un what if non plus les rebuilds, mais en fait, on réinjecte un peu plus de positivité et et ainsi on peut aller jusqu'au post-apocalypse, euh, jusqu'au post-apocalyptique, Hmm, mais qui là en hmm. fait contient beaucoup de survivants. Oui, c'est un peu un syndrome général Akbar, quoi. C'est It's a trap. On te donne un biscuit de semblant de trucs vaguement plus joyeux, et en réalité, on t'emmène encore plus profond Et on dans les strates. le répond de manière plus violente, et c'est pour ça que Evangelion 3, enfin le film Rebuild 3 est d'autant plus puissant parce que après toute cette positivité où on sent enfin que Shinji sort de lui-même et puis qu'il arrive à se faire un véritable individu où des instants un peu amoureux quand même plus prononcés avec Azuka, etc. Et ben en fait il est ramené à un état Plus, il plus est bactère, si tant est qu'il y a encore une Terre et un centre de gravité. ouais, En tout cas, on nous fait la remarque un peu en écho à ce que tu disais, Karim, hein, dans le chat, qu'il y a une série de plans très sympas dans le 2.22 qui montre la ville qui s'éveille avec les Mm. tours qui sortent du sol. Ouais, oui, Ouais, jamais Tokyo 3 n'a été aussi vivante, ouais. nous dit-on dans le chat. Et sur la question de Complètement. trauma, il y a une phrase qui résume très bien et qui nous dit ça montre le trauma quand ça ne cesse pas de se terminer. Et effectivement, Mm. c'est vrai que au niveau d'Evangélion et même des œuvres apocalypto-traumatiques, effectivement, ça se pose un peu là. Je voulais t'emmener, Karim, aussi sur une autre figure. On a parlé, c'est pour ça que j'évoquais les Sentai tout à l'heure. Donc la figure, effectivement, j'allais dire de Superman, de Ultraman. Je faisais un croisement avec Dr. Slump, je suis désolé, qui n'a rien à voir, qui est autrement plus joyeux. Pour un peu évoquer aussi cette figure du gigantisme on va dire, à
à taille humaine, hein, parce que je vais te laisser le rappeler beaucoup plus clairement et mieux que moi. Dans le cas d'Ultraman, on n'est pas dans un assemblement de robots les uns les autres, comme j'évoquais tout à l'heure, comme dans les Bioman, les Sentai en général, ou même les Power Rangers, pour ceux qui connaissent plus ce côté occidental. On est dans un être qui devient géant et affronte les robots par sa propre transformation. Ouais, c'est un motif qui revient assez souvent. Alors, j'avais évoqué ce court-métrage qui s'appelle, donc en anglais, c'est Return of Ultraman, qui est un court-métrage, je crois, en 8 mm qu'avait réalisé Hideaki Anno. Je crois que c'est son premier court-métrage, en tout cas un peu diffusé, dans lequel il joue donc le rôle d'Ultraman. Donc, on en parlait un petit peu avant l'émission. Ultraman, c'est pas comme Superman, c'est pas un même individu qui a deux identités, hein, c'est deux personnages distincts et l'un vient remplacer l'autre. Et donc, Hideaki Anno joue l'Ultraman, donc le géant et sans masque. Hein. Donc, je trouve que c'est assez beau pour annoncer sa carrière, puisqu'il y a cette idée déjà, il joue démasqué, il porte le costume, mais il ne porte pas le masque, hein, donc il assume son propre visage, et ça vient annoncer un peu cette génération de réalisateurs otaku, hein, qui s'énoncent comme otaku. Donc voilà, et puis donc cette tradition de l'agrandissement est, est quelque chose d'assez prégnant dans les fictions. Il y a un très beau film qui est passé sur Arte il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Big X, qui était encore en ligne l'année dernière sur le YouTube la chaîne YouTube d'Arte, qui est une parodie un peu de tout ça, mais en même temps, voilà, là aussi, ça joue avec différents registres. En fait, c'est pas que si humoristique que ça, et qui joue, voilà, qui met en scène une famille ancestrale, voilà, ces familles qui protègent le Japon et qui ont la capacité de grandir. Et on suit un des protagonistes, donc qui est un peu un loser en fait, et à chaque fois qu'il grandit, ça produit des catastrophes, etc., etc. Et ça prend la forme d'un faux documentaire. Donc il y a ça, il y a, je sais pas trop où aller. Hein. Parler des Sentai et Super Sentai, bon, il y a toujours quand même ces figures de vilains dans Bioman, par exemple, qui sont agrandis par un sort magique à la fin de chaque épisode, hein, ce qui permet de convoquer donc l'aspect combinatoire des véhicules pour former le robot géant qui va les affronter. Donc, moi, j'avais regardé un petit peu ce qui se faisait dans les récits un peu folkloriques et mythologiques japonais de ces figures de gigantisme. Alors, on en trouve certains dans des estampes, mais c'est pas non plus prédominant, quoi. Hein. Donc, c'est vraiment, je pense, ça s'est vraiment développé dans l'après-guerre, dans les nouvelles fictions d'après-guerre avec la technologie. Et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que le Japon, c'est quand même le seul pays qui s'est pris des bombes atomiques sur le coin de la figure. C'est-à-dire qu'ils ont subi un apocalypse non naturel, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont victimes comment dire, de destruction naturelle, hein, avec tous les tsunamis les typhons tous les étés. Il y a plusieurs dizaines de typhons qui arrivent sur le Japon. Ça rythme le quotidien. Enfin, c'est un imaginaire qui est déjà imprégné par la destruction. Hein. Ça fait partie du jeu, mais il y a aussi quand même cette destruction singulière, inédite, qui peut être difficile à éprouver de l'extérieur, quoi, en fait. Est-ce que de manière triviale, pour revenir aux représentations politiques dont on parlait tout à l'heure, plus sur le fait de se retourner sur soi-même, cette dimension insulaire, est-ce que l'idée c'est pas, je caricature vraiment à l'extrême, c'est pas parce qu'on en prend autant dans la tronche régulièrement qu'il faut oublier par ses traumas réguliers de se regarder individuellement à une échelle plus microscopique. Parce que moi, je peux pas m'empêcher de voir des différences d'échelle. On parle de robots depuis tout à l'heure, on parle de kaiju, mais là, il y a la dimension de la nature qu'on retrouve plus chez Miyazaki de ce côté-là, de manière explicite, mais qu'on peut tout à fait... moi, plus je te lis et plus je t'écoute, plus j'entends ça. Bah, y a la figure du kaiju qui à la fois est un antagoniste, mais aussi un protagoniste. Hein. Oui. Dans le premier film, c'est un antagoniste. Pour rappel, Godzilla, pour les gens qui sont pas familiers, est constitué... 1954, voilà. Qui raconte le réveil d'un monstre, alors qui est dit préhistorique,
mais très vaguement, qui est réveillé par un essai nucléaire, Ah. voilà, et qui du coup se dirige vers Tokyo pour tout détruire. Et du coup, sa trajectoire est la même trajectoire que les avions américains, etc. Donc il y a vraiment, c'est une volonté de l'auteur de rejouer tout ça. Mais dans la suite, alors qu'on oublie, c'est que Godzilla, il meurt à la fin du 1 et que le Godzilla qu'on a dans toutes les occurrences suivantes, c'est un deuxième Godzilla, en fait. Donc, c'est pas le vrai. Ça, enfin, c'est assez rigolo, je trouve. Enfin, il y a un remplacement, hein, qui se produit. Et du coup, Godzilla prend la forme du coup plutôt d'un protagoniste qui va défendre l'humanité d'autres attaques. Et les kaiju, contrairement aux monstres américains, voilà, je parlais un petit peu avec Yannick de Jurassic Park, par exemple, et des tyrannosaures géants, c'est pas des kaiju, quoi, parce que le kaiju, c'est à la fois donc ça veut dire, en gros, en japonais, ça veut dire créature mystérieuse. Donc il y a cette idée que c'est pas forcément un être issu de la nature de manière conventionnelle, quand bien même le premier Godzilla est dit être préhistorique. Et puis il y a c'est un aspect un peu divin qui enrobe ces créatures-là, que ce soit Godzilla, Gamera ou encore Mothra, donc le papillon divin. Il y a cette façon de représenter les divinités aussi de manière gigantique qui permet effectivement de replacer un peu l'humain, notamment par cet enjeu de la contre-plongée que moi j'utilisais aussi de manière, dans mes textes de manière technique, mais aussi métaphorique, hein, de resituer l'humain à une échelle plus petite, quoi, avec l'impossibilité de dialoguer en fait, que les tailles étant si différentes, il y a un enjeu voilà, il y a quelque chose qui n'est pas possible de la cohabitation. Et d'ailleurs, Godzilla repart toujours à la fin Oui, vers vers l'océan. l'océan, ouais. Mm. Et c'est d'ailleurs, tu parlais de figures comme ça, des hicks un petit peu, c'est la fête à ce niveau-là, hein, dans Evangelion. Hein, je pense qu'on y reviendra Bien sûr, pour ouais. boucler la boucle, et surtout que ça n'arrive pas n'importe comment. Simplement pour rappeler, alors ça me fait sourire parce que j'avais complètement oublié ce détail. On nous rappelle que dans le chat, dans Akira, effectivement, il y avait eu la blague comme quoi les JO 2020 étaient annulés en 88 déjà, et là du coup bah, on se retrouve Ouais, non, mais effectivement, ouais, c'est magnifique. c'est assez troublant. Donc voilà, je parlais de ces figures, on est arrivé par le truchement d'Ultraman, et on se retrouve, tu en parlais tout à l'heure, effectivement, à ce personnage emblématique qui est Rei, qui elle aussi est la première, en tout cas la plus marquante je dirais, pour incarner cette figure du gigantisme, où là encore on se retrouve avec la fameuse remarque de il a bien fait de me taper sur les doigts Yannick plus tôt, sur cette idée que la science et cette dimension, on n'est pas vraiment dans une science, on est dans toujours quelque chose de ésotérico-métaphysique. Et donc voilà, je te redonne la parole sur cette figure de Rey et cette figure du gigantisme en Évangélion. Bah, il parle d'ailleurs de rituels beaucoup de fois dans la série et dans les films, hein, il faut accomplir le rituel 2, il faut accomplir le rituel de machin. Enfin, ça effectivement, enfin, The End of Evangelion, le film, enfin, c'est un rituel de 1h30, quoi. Enfin, Ouais. c'est vraiment des déclenchements de mécanismes, d'incantations, d'arbres de Zéphiroth qui se déploient dans le ciel. Enfin, c'est assez magnifique. Et puis, il y a effectivement cette raie géante qui vient un peu renouer la boucle avec l'Ultraman quelque part. Enfin, à la fois, alors c'est pas vraiment un antagoniste. Enfin, après, je sais pas si Yannick sera d'accord avec moi, mais c'est difficile à situer ce personnage d'un côté ou d'un autre. C'est aussi Lilith, quoi, cette femme Mm. géante, puisque c'est les deux incarnations de Mm. ce personnage-là, qui vient produire donc ce plan de complémentarité de l'homme, qui est en fait un processus d'utopie, alors qui prend différentes configurations en fonction des récits, parce qu'entre la série télé, le film et puis les rebuilds, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. D'autant qu'entre alors moi je prononce Zélé, mais je crois que vous dites Zil, je crois, hein, et puis celui de la Nerf, enfin de Gendo Ikari, et puis celui de Shinji, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Donc il y a déjà avec Rei, bah, voilà, c'est une incarnation de la mère de Shinji, hein, donc il retrouve un peu sa mère géante quelque part.
qui est là pour donner le choix à son enfant, finalement. Il y a un truc, quelque chose comme ça, d'assez protecteur. Moi, ce qui m'avait surtout marqué, c'était le plan, parmi les derniers plans où on voit les Va-01 qui flottent dans l'espace avec le casque enlevé et on voit des cheveux qui flottent en fait. Et du coup, j'avais regardé dans le storyboard du film les annotations. Et c'était bien spécifié, c'était Anno qui spécifiait que les cheveux flottent et il faut préciser, enfin il faut montrer qu'ils sont revenus à la couleur des cheveux. Alors je sais plus laquelle précisément, enfin que ça revenait à une couleur naturelle en fait, qu'il y avait comme s'il y avait un processus vital qui s'était réenclenché. Et aussi féminin, parce que les cheveux longs, voilà, renvoient plutôt à la figure féminine. Et il y avait une sorte, enfin, je voyais un peu comme une sorte d'arche de Noé, comme ça, qui, avec toutes les âmes, enfin, tous Oui. les égos, comme ça, qui se rassemblent dans ces spirales rouges. Bon, après, c'est mis à mal par Shinji, mais il y avait cette idée un peu d'arche de Noé qui s'incarne dans le gigantisme, en fait. Ouais. Je trouvais assez intéressant. C'est... Et quid de l'après, en fait, c'est-à-dire que si ce plan avait réussi, ou à quoi ça ressemblerait, en fait, parce que ce géant ne peut pas habiter sur la Terre, ses dimensions sont beaucoup trop grandes, enfin, donc, et c'est appuyé par la musique, qui est une musique extrêmement joyeuse, en fait, alors moi, j'y connais rien en musique, donc Yannick va me corriger, moi je dirais assez folk, mais je pense que c'est pas le bon terme, mais mais dont les paroles sont il faut tout lâcher, il faut tout abandonner, enfin, qui sont assez destructives, mais chantées de manière assez joyeuse, quoi. Donc c'est assez fou comme manière de représenter la fin, en fait. Ouais. Voilà. C'est d'autant plus difficile de se repérer que, pour rappel, hein, si vous avez plus trop cette figure géante de Rei, elle est extrêmement difforme. Hein, on a Oui. vraiment quelque chose d'une figure. Alors je vous invite à écouter une émission. Alors c'est vraiment pas la promo se fait de manière fluide parce que on avait enregistré avec une artiste donc qui participe régulièrement, qui fait partie de l'équipe de Jeux Game Moi Non Plus, sur une espèce où elle a réalisé sa thèse sur une figure d'être gigantesque qui serait une figure d'accumulation qui se rapproche beaucoup du super flat et de ce genre de création là avec des Murakami en tête et bien d'autres et voilà bon, je vous invite à aller voir. Donc c'était une émission sur l'accumulation justement dans les jeux vidéo et c'est assez intéressant de ce point de vue là. Je me retourne vers Yannick. Pardon ? Murakami a beaucoup écrit sur Evangelion aussi. Hein. Ah bah oui, de toute façon, ça m'étonne à peine. Donc je me retourne vers Yannick pour savoir si toi tu y voyais vaguement clair dans cette figure géante difforme de Rei, ou au-delà d'y voir clair, est-ce que tu voyais autre chose, peut-être dans d'autres références ? Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue dramatique, et puis d'un point de vue, on va dire, narratif, il y a tout, on va dire qu'il y a tout un processus qui arrive à ce moment-là, qui est lié au plan de complémentarité. Et comme disait Karim, il y a quelque chose d'assez étrange avec ce plan de complémentarité parce qu'il semble être multiple. C'est-à-dire, grossièrement, et pour le dire de manière un peu absurde, l'asile fait bon, nous on veut le plan de complémentarité, Gendo qui oui, bah non, parce que moi je veux mon plan de complémentarité, et puis en fait, à partir de ça, va émerger à la fin cette figure de Rei. Alors, tu posais la question tout à l'heure, Karim, la question de l'antagonisme. Moi, il me semble, de ce que j'ai pu voir, que c'est c'est pas vraiment un antagoniste dans la mesure où il parvient quand même à, à, à donner à Shinji, enfin disons à conserver. Shinji conserve sa forme en fait d'humain à la fin. Après, à côté, on ne voit plus d'humain. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut encore parler de figure d'antagonisme, vu que
tout le monde a disparu. On a cette fameuse séquence de fin d'intervention militaire qui viennent détruire ce qui reste effectivement de la NERV. La cible a été plus ou moins déconnectée. Les membres de la NERV restants ont disparu, explosés en forme de particules qui sont rassemblées au globi-boulga ou à la figure comme ça d'Arche de Noé, pour reprendre l'expression de Karim Kerey dans son gigantisme, et quand même qui pour la plupart reste effrayé. Hein. Moi j'ai souvenir de ce bras droit de Misato dont j'ai oublié le nom, qui est voilà, qui est prostré sous son bureau, qui hurle là où toutes les rayes se démultiplient vers elle avec un sourire béat, pour pas dire angélique. Enfin voilà, est-ce qu'on peut, même au-delà de cette interprétation-là, encore parler d'antagonisme, à part, comme tu dis, le fait que Shinji conserve avec Asuka, si on peut encore nommer ça une entité humaine, une figure, une apparence humaine. Il y a un entretien d'Anno qui peut donner des pistes où justement on lui posait la question, mais comment vous réagissez au fait que le personnage le plus populaire de la série ce soit Lei, en fait. Et lui il disait moi ça m'énerve un peu parce que en fait pour moi c'est le prototype de la femme idéale pour les Japonais, c'est-à-dire timide, un peu effacée, etc. Et je trouve ça intéressant parce que finalement il la transforme en monstre qui détruit tout le monde. Enfin, je veux dire, elle est partout, elle envahit le cadre. Enfin, dans le film, elle est démultipliée partout et transforme un peu cette figure de l'Ojo-sama, enfin, de la jeune fille un peu timide, à la peau blanche, etc. Parce qu'elle a un teint assez pâle, y compris le teint des cheveux qui est très effacé. Donc elle a cet effacement même intégré dans son design, et il en fait une figure de monstre en fait. Donc il y a un renversement un petit peu entre l'attirance et les attentes qu'il imagine de la part de la population, et puis ce qu'il en fait à la fin, quoi. C'est assez rigolo. Effectivement. Alors moi je vous propose peut-être pour conclure, parce que comme d'habitude c'était très dense mais très riche, et j'en suis ravi de manière un peu égoïste, et le chat a l'air de pas mal avoir suivi comme d'habitude. C'est une proposition que je vous inviterai à aller soit consulter là ou a posteriori, qui fait écho, on a beaucoup parlé de la dimension mystique avec une symbolique judéo-chrétienne, kabbale, on sait plus trop, et on a cette fameuse figure de l'Adam qui comme ça est donc crucifié sur cette espèce de croix orange géante au centre du Geofront dans Evangelion, et j'ai encore une fois un ami artiste, hein, décidément ils sont riches de je dirais peut-être pas d'enseignement, mais en tout cas d'ajout à tout ce qu'on dit, qui s'appelle Frédéric Weigel, qui est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer au Japon, donc qui est un Français qui vit maintenant au Japon, et qui a créé une série, je pense que ça va te plaire tout particulièrement Karim, même si Yannick risque de ne pas être insensible non plus, qui s'appelle La Passion d'Ultraman. Et dans cette série, donc que je vous invite à un Frédéric Weigel, Weigel c'est W-E-I-G-E-L, sinon vous regarderez sur le replay, vous aurez toutes les références comme d'habitude. Et dans cette Passion d'Ultraman, c'est une série avec une reproduction déjà d'un Ultraman en croix crucifié, qui fait partie d'ailleurs d'un épisode de la série d'Ultraman. Karim, en fan éclairé, nous confirme. Et il nous dit dans son introduction sur l'œuvre, en traduisant Confucius, les jésuites ont tenté d'en faire un équivalent de Socrate, un pseudo-philosophe de l'Asie. En tentant d'importer le christianisme au Japon, saint François Xavier transcrivit maladroitement la prononciation latine du mot Dieu, Deus, en Dai Uso, qui signifie littéralement grand mensonge. Dans un épisode d'Ultraman datant de 85, plusieurs membres de la famille d'Ultraman se font crucifier dans une scène rappelant un mont Golgotha lunaire. Cette série est constituée d'une sculpture ready-made à la crucifixion d'Ultraman, ainsi que d'un linceul d'Ultraman peint sur du papier shoji plié. Et je trouvais que c'était très intéressant aussi dans les réinterprétations et ces figures effectivement de gigantisme. Hein, le ready-made est justement pris en photo de manière en contre-plongée pour représenter un peu cette sensation de gigantisme qu'on a dans la série. Et voilà, c'était une manière un petit peu de conclure, même si vous n'avez pas forcément l'œuvre sous les yeux, parce que je suis pas un bon camarade et que je voulais pas envoyer en amont, j'en suis désolé. Mais voilà, simplement pour ouvrir et vous laisser les derniers mots de l'émission, que ce soit sur cette proposition d'œuvre ou sur ce que vous avez à dire.
Bah, je connais pas, donc je vais aller voir ça très vite après. J'attends tes liens. Euh, en lisant des entretiens d'Anno, il expliquait justement que sur tout ce qui est euh, comment dire représentation occidentale, il disait que pour lui en fait c'était facile parce qu'il y comprenait rien et que du coup il pouvait faire un peu ce qu'il voulait quoi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les mêmes craintes que d'utiliser le folklore et les mythologies japonaises qui assez codifiées, et que là du coup il pouvait s'amuser un petit peu à introduire de l'étrangeté puisque voilà, il y a des chrétiens au Japon, mais ils sont très minoritaires. Et du coup, de s'amuser un petit peu avec tout ça sans forcément être dans le vrai, puisque voilà, ils manipulent ça un peu comme du patchwork, voire du ready-made. C'est-à-dire qu'il va transposer des éléments iconiques, il va les transposer dans un autre contexte et peut-être bouger un élément et ça va produire du sens dans le cadre de la série, quoi. Donc voilà, ça peut faire le lien avec ce que disait l'artiste que tu citais, notamment sur cette Frédéric identité. Weigel, ouais, tout à fait. Yannick, peut-être même s'il n'y a pas vraiment de dernier mot, ne serait-ce que le fait qu'on attende le 4.0 et que et tout ça. Ah, on ne t'entend plus. Je pense que tu n'as pas réactivé ton micro, je pense. Je crois que tu as oublié de réactiver ton micro. Parce que je te vois en icône micro coupé. Les joies du direct. Ah, te voilà. De retour. On t'écoute. Ah, non, toujours pas. Mince. Ah, zut, zut. Est-ce que tu peux peut-être te déconnecter, reconnecter comme on avait fait la fois précédente? En général, c'est très basique comme sur les services d'IT, mais ça résout les problèmes. Donc voilà, en tout cas, je redonne le nom qu'est-ce que je voulais dire, de l'artiste Frédéric Weigel, qui a aussi, je vous mettrai les liens, beaucoup de réflexions sur la question de la place de l'art au Japon et de manière générale. Donc je vous invite vraiment à aller voir, il a fait beaucoup de travaux très intéressants. Je continue de partager ça le temps que Yannick nous rejoigne de nouveau. Et il avait fait aussi un travail autour de Zelda, où il avait reproduit une carte, entre autres, hein, je résume vraiment ses réflexions plutôt à des trucs de la culture pop, toujours avec des guillemets, où il avait reproduit, je crois que ça s'appelait Legend of Kanji, où il avait fait passer son apprentissage des kanji au travers d'une reproduction des donjons du premier Zelda, redessiné avec les kanji qu'il répétait à l'écrit. Donc c'est assez intéressant et c'est mis en musique et en vidéo, en espérant que ce cher Yannick parvienne à nous rejoindre. Es-tu avec nous de nouveau? C'est bon, là? Super, on t'entend. Et ben voilà, tu auras le mot de la fin. Non, en fait, c'est une petite question à laquelle je pensais tout à l'heure, puisqu'on était sur la figure du gigantisme. Et je me disais, puisque tu disais, Karim, tout à l'heure, que, bon, aussi m'a dit, je te laisse penser à cette question qui est assez ridicule, hein, mais puisque tu ne concevais pas les dinosaures comme étant des kaijus, et qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que vous feriez, par exemple, de King Kong? Bonne question. Moi, ouais. Alors, King Kong, Quelle version? Euh, la Original ou version Jackson? comme de Jackson, par exemple, ou la dernière en date, puisqu'il va y avoir J'ai pas aussi vu, quelques... ouais. Il Ouais. va y avoir un King Kong vs Godzilla, je crois, Ouais. bientôt, là. Donc, King Kong a été le moteur de Godzilla, hein, puisque c'est en voyant les effets spéciaux que l'idée a émergé de produire Godzilla. D'ailleurs, ça me permet d'évacuer ta question en sautant sur autre chose, mais un des premiers mechas dans la culture japonaise, c'est dans l'adaptation de Spider-Man en série live, série japonaise live, où il y avait un Spider-Man qui avait une montre Ah télécommande qui oui, lui c'est permet de vrai. gagner son. Et c'est de là que vient le terme, s'est développé le terme mecha dans la culture japonaise, quoi. Donc, comme quoi les Américains sont jamais bien loin en termes d'influence, même dans ces Hmm. trucs-là, quoi. Donc, Alors moi, je vais pas l'évacuer. Tu m'as tendu la perche pour le King Kong de Jackson. Moi, je le vois plus
plus dans la logique, je dirais, aberration, entre guillemets, vraiment pure aberration de la nature. Un truc beaucoup plus. C'est pour ça que je te demandais la distinction. Je le vois beaucoup plus scientifisé dans celui de Jackson que dans l'original. Parce que dans l'original, il y a encore cette dimension encore très romantique, quoi, on pourrait dire, même si elle est renforcée à coup d'effets spéciaux qui fonctionnent très très bien dans le King Kong de Jackson, que j'aime beaucoup, avec notamment cette scène de lutte contre ces espèces de créatures renversées, avec la peau renversée. Mais ouais, je le verrais plus du côté de la génétique, et je terminerai avec une réponse. Je suis désolé qu'il n'en ait pas vraiment une, mais plutôt un renvoi à une référence qui est la description critique de cette scène, qui est faite par Virginie Despentes dans un livre formidable qui s'appelle King Kong Theory, où elle parle justement de son parcours de vie, parcours d'artiste et parcours de femme, et elle critique de manière génialissime, bien mieux que plein de critiques cinéma prout-prout, cette fameuse séquence de King Kong contre ces créatures renversées de l'intérieur. Rien que pour ça, je vous invite à lire l'ouvrage qui est autrement plus fort et puissant que ce seul chapitre. Voilà, ce sera mon élément de réponse. Moi, je rajouterais l'élément qu'on a déjà évoqué, qui est quand même cet aspect un peu divin de la créature et mythique, en fait, voire mythologique, qui surgit aussi dans un rapport à l'humain, en fait, qui n'est pas juste un rapport animal, mais un rapport un peu supérieur, en fait. Et dans les films Godzilla qui ont suivi jusque dans les années 90, il y a des jeux de regard qui se mettent en place entre Godzilla et puis les humains, comme s'il y avait une compréhension possible et justement une posture un peu d'humilité. Il y a un très beau film où justement un des personnages qui est un peu un méchant, un chef d'entreprise qui est en haut de son immeuble, et comme il est en haut de l'immeuble, justement, ça lui permet le tête-à-tête, enfin le regard dans les yeux, et il y a une sorte de compréhension qui se met en place. Et je pense que c'est une des typologies, c'est pas juste une course-poursuite en fait, des humains poursuivis par des vélociraptors, quoi. Et il y a un rapport autre à l'altérité qui se met en place, je pense. D'ailleurs, ce rapport qui n'est pas possible pour finir sur Évangélion, ce rapport qui n'est pas possible avec les anges, puisque par définition, ils n'ont pas de visage. Même le premier des anges, c'est un masque. Il y aura juste le cas Kaworu qui est assez particulier, mais bon, on y reviendra peut-être parce que là, je pense qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, il y a ce visage qui n'est pas là pour accueillir l'autre, en fait, ce qui fait des autres radicaux, des autres absolus, en fait, plutôt d'ailleurs. En tout cas, leur donne un statut un peu de totem, je trouve, oui. qui aussi va avec cet aspect un peu divin, quoi. De totem et forcément aussi de dimension fétiche. Moi, je terminerai avec une autre référence que peut-être Karim a également, qui est un ouvrage qui parle assez fortement, non pas seulement de Rei, mais donc je dirais que par rapport à ces figures-là, il n'y a pas de rapport sexuel possible, autant au point de vue concret, parce que c'est toujours impossible de l'actualiser. Dans Évangélion, on ne tourne autour du pot que de ça, d'une certaine manière, et le seul possible est un rapport incestueux, finalement, de Shinji courant derrière sa mère et provoquant à chaque fois l'apocalypse. Et j'emprunterais aussi, et pas simplement pour faire du name dropping, il n'y a pas de rapport sexuel au sens du psychanalyste Jacques Lacan, qui expliquait qu'il n'y avait pas de rapport au sens de hiérarchisation, de lien, enfin, du rapport sexuel. Et pourquoi je parle de Lacan? Parce qu'il a été beaucoup utilisé par un auteur japonais, dont je vais essayer de retrouver le nom avant de conclure, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Beautiful Fighting Girls, qui est un bouquin qui écrit beaucoup sur les figures des héroïnes d'animé, et notamment ce qu'il a nommé en l'empruntant entre autres à Lacan, la femme phallique. Donc voilà, en tout cas moi je terminerai là-dessus, en essayant de retrouver la référence avant de terminer, et de vous remercier si vous avez un dernier mot. Oui, je t'en prie. Le terme pénétration est omniprésent dans la série, hein. À la fois sur les écrans, c'est verbalisé, le taux de pénétration, l'ange a pénétré le machin, enfin ça pénètre dans tous les sens, hein, mais sans jamais s'actualiser vraiment. Voilà, je terminerai là-dessus.
L'auteur que je cherchais, c'est Saito Tamaki, qui est un psychiatre d'ailleurs de formation, enfin qui est un psychiatre tout court, et qui a écrit une introduction qui part de personnages très emblématiques de Cutie Oni, donc Chéri Miel chez nous en français, Sailor Moon, Naoshika entre autres, et Rei bien entendu qui figure sur la couverture de l'ouvrage. Beautiful Fighting Girl, girl au singulier pardon, et non pas au pluriel. Messieurs, un immense merci, comme à chaque fois, mais comme c'est le 3e impact quand même, un remerciement encore plus chaleureux. Peut-être revenir sur un tout dernier mot, même si on l'a dit en introduction, sur votre projet, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, qui zapperaient à la fin pour voir ce qu'il y a. Pas d'invitation forcément à vous abonner, même si vous le faites, que ce soit sur Twitch ou sur notre chaîne YouTube ou ailleurs, c'est pas interdit. Mais en tout cas, pour dire que vous êtes responsable d'une journée scientifique Évangélion qui a été réalisée donc il y a quelques temps maintenant, et surtout que de celle-ci est né un ouvrage collectif qui n'attend que de bonnes initiatives et de bonnes mains pour être publié. C'est tout le malheur qu'on vous souhaite. Et puis je pense... On est en finalisation, hein, on est en finalisation de l'ouvrage, et puis voilà. Et de toute façon, je ne vous... Oui, écoute, et de toute façon, je ne vous dis pas au revoir, parce que je pense que vu tous les sujets tels que au hasard, Xenogears, qu'on a pu effleurer avec Yannick, je ne t'oublie pas, bien entendu, c'est partie remise. Un grand merci, et puis à très bientôt, et bonne soirée à ceux qui nous ont fait le plaisir de nous regarder en live ou évidemment en replay. Ciao. Merci, salut. Au revoir.